Oh là là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bon, t'es prête? 3, Oui. 2, 1. Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui, pour aujourd'hui, va parler du coup de la place des réseaux sociaux dans l'entrepreneuriat et entre guillemets un peu dans la vie au quotidien. Et pour ce faire, aujourd'hui, je suis avec Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Lucas. Eh bien écoute, comme ce qu'on a l'habitude de faire, je pense qu'on peut noter 3 mots qui nous font penser aux réseaux sociaux et à la place qu'ils ont dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans nos vies, je pense. Et après, on essaye de voir ce que ça peut faire et on parle de ça tous les deux pendant une bonne demi-heure, 1 heure. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Je sais pas s'il y a un mot que j'ai le droit de le marquer, on s'en fout. C'est-à-dire un mot qui fait peur? Non, je marque. Non, vas-y, mets-le. Ok. Non, ouais, ça va. Oh, les problèmes, putain. Je savais pas comment le dire autrement. Attends, Tu sais pas comment le dire autrement? Ouais. Oh là là, tu me fais peur. Mais j'ai marqué les premiers trucs qui me venaient à l'esprit. Ok, bon, t'es prête? 3, Oui. 2, 1. J'ai très mal écrit. Ouh là là, il y a une différence d'écriture terrible. Vraiment, c'est terrifiant. Vas-y, qu'est-ce que t'as écrit? J'ai écrit omniprésent, je sais pas si ça s'écrit comme ça. Si. Liberté d'expression, bon, il y a 2 mots, mais on s'en fout. Et drogue. Je comprends mieux, ok. Oui, mais tout le monde comprend, c'est pas de la drogue pure, ok, on s'est compris. Oui, t'as marqué addiction, mais. Moi, j'ai mis addiction, opportunité et conséquences. Ok, on a des mots, c'est plutôt similaire. Hein. Addiction, drogue déjà. On est un peu Oui, sur le bah, même c'est le mot que je cherchais, mais. T'as pas trouvé? Non, pour moi, ouais, l'addiction, si on parle un peu de ça, c'est qu'en fait, concrètement, on se rend pas compte, mais quand on regarde le temps qu'on passe par jour, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou ne serait-ce que sur son téléphone, je sais que moi, j'ai mis, du coup, une sorte d'application qui te dit le temps que tu passes et tout, et tu te rends pas compte, en fait, du temps que tu y as passé, tu pourrais faire autre chose, lire un livre, faire du sport, ranger ton appartement, n'importe quoi, et généralement, ce que tu regardes, ça n'a pas vraiment de sens ou d'importance, t'apprends rien, en fait. Donc malgré que certains réels peuvent t'apporter des choses par rapport à ton boulot, ton feed en fait s'adapte à ce que tu regardes, mais en fonction de toi, je sais que moi j'ai des amis, quand ils regardent leur feed d'Instagram, c'est généralement pas très intéressant. C'est tellement plus facile de prendre son téléphone et de scroller plutôt que de se forcer à faire d'autres trucs. Et des fois tu t'en rends même pas compte, tu prends ton téléphone alors que tu es en train de travailler. Et hop, tu te retrouves sur Insta, tu sais même pas comment. Il y a un vrai truc là-dessus, on en parlait la dernière fois, mais tu sais, quand on est au bureau et qu'on laisse le téléphone visible, et bon, on a tendance à le regarder, à le prendre, alors que si juste on le recouvre avec un livre, et bien en fait on n'y pense pas. Donc il y a un vrai problème quand même là-dessus. Et même, moi je me souviens d'un truc qui m'avait choqué, c'est que j'ai plus TikTok là, tu vois. Bon, je vais devoir le réinstaller pour le boulot, tu vois, mais j'ai plus TikTok à l'heure actuelle. Et quand je l'avais installé, je l'ai désinstallé, et ben quand, je sais pas, tu te poses dans ton lit, ou quand tu vas aux toilettes ou n'importe quoi, que tu sors ton téléphone, et ben je scrollais sur mon téléphone et j'appuyais sur l'application vide, là où il y avait son ancien emplacement. Donc là, tu dis qu'il y a un vrai souci, c'est-à-dire que mécaniquement, tu scrolles ton téléphone, t'appuies sur là où il y avait l'application alors qu'elle n'y est plus, et à ce moment-là, j'ai commencé à prendre peur. Parce qu'en gros, tu perds ton libre arbitre pour le coup là. T'es en mode vraiment, je fais les choses comme tu dis, c'est simple, c'est vachement plus simple que de faire un effort. Pourquoi, comment on est tombé là-dedans? Parce que moi là-bas, j'étais pas sur les réseaux sociaux, j'y suis allé par rapport au travail. Mais en vrai, j'étais pas du tout addict à ça. Et après, quand tu rentres dans ce milieu et que tu commences à faire des contenus pour des boîtes, t'es obligé de te tenir informé. Sauf qu'à un moment donné, ça peut déraper. En fait, tu dérapes sur ton perso et tu t'arrêtes jamais. Donc, comment les gens qui ne bossent pas là-dedans, en fait, comment ils sont tombés dedans? Comment ça a pris une ampleur en fait, ça les réseaux sociaux, ils ont vachement changé aussi depuis qu'on est au collège. Enfin, nous, quand on a commencé à avoir Instagram et tout, enfin, moi, je sais que c'était au collège. Enfin, collège quand même. Il y avait Instagram au collège? Ouais, mais c'était les toutes premières années. Et au début, c'était vachement comme Facebook, tu partageais des photos à toi et tout, ce que tu fais, et c'était vachement lié à l'image que les autres ont de toi, mais ton cercle proche, genre au lycée, collège. Ouais, c'était comme MSN. Fallait poster des photos avec tes potes, dire je suis sortie, je poste une photo, tu vois, c'était plus ça. Et maintenant, ça a évolué et tout le monde poste son business et tout, c'est devenu plus un truc quand même marketing qu'avant, tu vois. Ça s'est rapproché plus de la télévision, de l'objectif de la télévision peut-être. La télévision, le seul objectif, c'est soit de divertir, soit de convaincre les gens de penser ou de faire des choses que tu as envie. Et je pense qu'Instagram, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Il y a un peu ce truc-là où tu montes tes vacances, machin, etc. Mais alors que tout le monde s'en fout, hein, parce que toi, t'es chez toi, donc tu bosses, t'envoies un petit cœur, un petit message et tout. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce côté un peu business derrière, où tu dis, ouais, je vais vendre une formation en ligne, ou ce qu'on peut même faire là. Hein. On va essayer de poster un podcast. Bon, il n'y a pas d'objectif financier là, à l'heure actuelle sur ce qu'on est en train de faire, mais il y a un objectif de visibilité. Et je pense que ça a dérivé dans ce sens-là, parce que
Mettre une story ou créer un contenu réel sur TikTok ou Instagram, c'est pas du tout le même engagement. Tu crées une story, tu la prends, tu mets vite une musique, c'est terminé et ça disparaît. Tandis qu'un contenu comme celui-ci, tu mets vachement plus de temps à le faire. Ça n'a rien à voir, mais comme ce qu'on a dit tout à l'heure, les contenus qui fonctionnent, moi j'ai envie de parler de ça là. Les contenus qui fonctionnent, des fois il y a des vidéos qui sont très bien montées, qui prennent beaucoup de temps et qui font genre 600 vues, 1000 vues, et des contenus où, même nous on a pu le faire, où tu parles face derrière ton téléphone et tu mets des images entre guillemets pour habiller, et ça fait 10 000 vues. Et ça je comprends pas à quoi c'est dû. Pourquoi les gens s'attardent sur quelque chose de peut-être plus humain, plutôt que quelque chose qui est travaillé et qui a pour ambition d'être plus professionnel. Donc je sais pas pourquoi ça marche plus. Il y a une grosse partie, je pense, qui est liée à ce que tu racontes concrètement dans ta vidéo. Tu vois, même si elle est de moins bonne qualité, si tu racontes des choses qui touchent plus les gens, ils vont plus regarder que si c'est une vidéo de très bonne qualité qui les touche pas, tu vois. Et comment on fait pour les faire rester sur la vidéo? Parce qu'en vrai, si au bout de 5 secondes, et 5 secondes je pense que je suis très gentil, ça les intéresse pas, eh bien comment on fait? Tu vois, quand on regarde, il y a des gens qui apparaissent sur les sièges pour avoir un petit peu une transition, d'autres qui s'habillent d'une certaine façon, etc., etc. Mais il y a toujours les 5 premières secondes, c'est le moment d'accroche sur un contenu pour que les gens puissent rester. Mais comment concrètement on fait ça par rapport aux autres qui se démarquent déjà très bien, en fait? Je pense pas qu'il y ait une recette miracle toute faite, tu vois. Genre en 3 points. Je pense pas que, par exemple, si toi tu fais une vidéo qui marche très bien et qu'une autre personne fait exactement la même vidéo, je suis même pas sûre qu'elles aient les mêmes résultats, tu vois. Je pense, enfin. Donc il y a une part d'incompris, de chance. Un peu, ouais, je pense. De chance. Et du coup, l'algorithme, pareil, l'algorithme c'est uniquement informatique. Mais du coup, toutes les vidéos qu'on peut voir sur le fait de tiens, l'algorithme il fonctionne comme ça, en fait, c'est que des suppositions. Parce que personne ne le sait en vrai. Oui, c'est un peu. Ils ont essayé sur 10 vidéos, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc à peu près similaire, mais ça se trouve 3 mois après une mise à jour, en fait, ça fonctionnera plus du tout. En plus, l'algorithme d'Insta, il change tout le temps, Donc le vrai conseil, en vrai, c'est de publier juste régulièrement. Ça, c'est un truc qui fonctionne. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut arrêter de se focaliser sur. Quand tu te donnes des objectifs, quand tu te lances sur Insta, il faut arrêter de se focaliser en te disant ce mois-ci, je vais gagner 100 abonnés. Il faut fonctionner dans l'autre sens, il faut se dire ce mois-ci, je vais essayer de poster 8 vidéos. Tu vois. Okay. Peu importe si elles feront 100 000 vues ou 10 vues, au moins, toi, tu as tenu ton objectif et tu n'es pas frustré à la fin parce que tu es là, bon. Parce que le seul moyen de battre l'algorithme d'Instagram, c'est les gens, en fait. Parce que si les gens ils sont abonnés à toi, tu es forcément dans leur feed. Même pas forcément. Même pas forcément? J'avais lu quelque chose sur l'algorithme. Alors là encore, du coup, je sais pas si c'est d'où ça sort 100% vrai, mais apparemment Insta, quand tu publies, il lance sa publi à une partie de tes abonnés. Si cette partie de tes abonnés aime, il relance à une autre partie de tes abonnés. Si eux ils interagissent, il relance dans les explorer, pour toi et tout, dans les réels des autres. Et après, une fois que c'est lancé, en fait, tu vois, ça s'arrête plus, quoi. Ça s'arrête plus, mais il faut passer ce premier stade de. Parce qu'il y a ce truc-là, pour moi, si tu publies régulièrement, au-delà de l'algorithme, les gens ils vont te voir plus souvent. Et en fait, ils vont s'attacher à ton visage pour, en fait, et quand ils vont retomber sur toi, ils sont plus à même à regarder la vidéo en entière. Oui. Parce qu'en fait, tu deviens un peu, pas connu, mais ton visage n'est pas méconnu sur un fil Instagram. Ou des fois, tu sais pas qui c'est, tu scrolles. Si tu as regardé une vidéo, la deuxième fois que tu vas le revoir, eh bien, tu vas dire, mais je le connais. Et inconsciemment, tu vas rester 10 secondes. Si ça s'intéresse, tu vas continuer, tu vas enregistrer, etc. etc. C'est vrai que moi, quand je vois il y a des gens que je vois régulièrement dans mon feed et auxquels je suis pas abonnée. Et pourtant, j'aime trop ce qu'ils font. Et des fois, je passe des gens à regarder leur compte et tout, alors que je suis même pas abonnée à eux. Tu vois, je me dis, putain, je suis horrible. Mais c'est juste, je les ai vus plein de fois. Mais est-ce que poster sur Instagram, c'est rentable? En fait, c'est ça la vraie question. Pourquoi on poste sur Instagram? Quel est l'intérêt concrètement? Parce qu'il y en a qui te diront, c'est juste parce que c'est ma passion, d'autres qui veulent vendre des formations, d'autres qui... Pourquoi les gens postent autant sur Instagram? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que Instagram rentabilise le contenu ou est-ce que non? Et au-delà de ça, est-ce que ça peut vraiment t'amener... Est-ce que l'effort en vaut la récompense à la fin? Vu le monde qu'il y a déjà sur cette plateforme. Honnêtement, je suis pas sûr. Hein. Ça dépend pour qui. Je pense que non. Je pense que, là, avec le recul que j'ai en tout cas de mon compte perso et tout, je pense que oui, ça peut t'ouvrir des portes parfois, si tu tombes sur la bonne personne. Et c'est bien de partager ce que tu fais, mais en même temps, il faut aimer le faire et
il faut pas que ça prenne le pas sur les autres choses que tu as à faire, tu vois. Ah oui. Enfin, faut que ça te... Si tu te dis, j'ai le temps de faire du montage, tu vas pas passer ce temps à préparer ton contenu pour les réseaux. Faut privilégier le montage que tu as à faire, qui est important, tu vois. Du coup, mais si t'as pas le temps de faire les deux, et qu'en fait, si jamais tu publies pas une semaine, peut-être que ça va te ralentir dans l'algorithme, vu que personne sait comment ça marche. Ouais, est-ce que c'est si grave que ça? La question, du coup, si c'est pas grave, pourquoi on le fait? C'est une vraie question, en vrai. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'il y a un réel intérêt de... Est-ce qu'on peut vraiment créer une communauté en 2024? Je pense que oui, c'est faisable, mais c'est vachement plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, bah oui. Est-ce que c'est rentable financièrement? En toute sincérité, je ne pense pas. Pas du tout au début, parce qu'il faut je sais pas combien de centaines, enfin je crois qu'il faut 10 000 abonnés pour pouvoir commencer à être monétisé, et puis après il faut faire autant de vues pour quelques centimes. À part les sponsors, mais que tu pourrais avoir, mais il faut des dizaines de milliers d'abonnés, pour certains comptes, en tout cas ça dépend de ton domaine, eh bien je pense pas que ça soit rentable. Si tu fais des réseaux sociaux pour l'argent, je pense que ça foire, parce qu'en fait il te faut au moins 1 an, et de façon très assidue. Je pense qu'il faut le faire par passion, pour que les gens s'accrochent vraiment à ce que tu dis, à ton contenu. Et puis après, en fonction de ça, trouver des sponsors. Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent à toi? Ça, pareil, c'est un mystère. Je pense qu'il faut aller les chercher, mais si tu vas les chercher... Je pense qu'au début, il faut aller les chercher un peu. Mais... Parce qu'il y en a qui arrivent à avoir des sponsors et faire des collabs alors qu'ils n'ont pas tant d'abonnés que ça. Hein. Oui, parce qu'ils sont peut-être dans une niche. Peut-être. Alors, en vrai, je sais pas, je suis pas assez renseignée, mais oui, j'ai vu des meufs qui avaient juste 1500 abonnés, qui faisaient des collabs et tout. Est-ce que c'est des collabs financières? Parce que ça peut être des collabs, des partenariats, genre story contre story aussi, peut-être. Là, c'était des marques, c'était des hôtels et tout, donc ça devait être financier, je pense. Parce que pareil, quand tu vas voir une marque pour essayer d'être en sponsor avec eux, ben en fait, avant que tu arrives, ils s'en sortaient très bien. Donc comment tu justifies ton action vis-à-vis de ce que tu vas leur faire, alors qu'en fait sans toi ça marchait très bien. Donc déjà comment tu justifies ça, et surtout que si t'as pas beaucoup d'abonnés, en plus t'as même pas le poids de pouvoir dire bah écoutez j'ai 4 millions d'abonnés, si vous me donnez une story ça coûte 15 000 €, il y aura une rentabilité potentielle de ça, et si t'arrives avec 2000 abonnés, bah, en fait le max, et alors avec un peu de chance tu pourras peut-être taper vachement plus haut, mais tu seras pas, la moyenne sera à 1000 vues quoi. Bah, après il y a des fonctionnements, je sais que l'entreprise, quand elle se lance avec toi, elle a peut-être rien à perdre parce qu'il y a des fonctionnements de... Tu vois, l'influenceur partage un lien pour emmener sur un produit à acheter et lui, il touche une commission que quand quelqu'un clique sur le lien, tu vois. Donc c'est peut-être aussi plus des partenariats comme ça dans ces cas-là. Comme ça, l'entreprise, en soi, elle a rien à perdre, elle verse des sous que quand... oui, c'est ce qu'on avait vu pour les banques. Par exemple. Pareil, les réseaux sociaux, je pense que c'est aussi une opportunité. Moi, je sais qu'à une époque, je postais quasiment rien. Et là, maintenant, à chaque fois qu'on fait un tournage, je poste une story, etc. Et je reçois des petits DM. Oda, tu fais quoi? Et t'es avec qui? Ah, je connais l'acteur avec qui tu tournes. Ah, je connais ceci, cela. Et en fait, ça te permet de te reconnecter. Parce que même si les gens que t'aimes bien, ben, même toi, tu vas pas forcément les contacter ou leur demander des nouvelles. Story, c'est le moyen le plus simple de communiquer sur ta journée, en tout cas pour le milieu professionnel. Et le fait de communiquer là-dessus, ça te recrée des contacts professionnels. Mais c'est une story. On n'est pas sur du réel, on n'est pas sur un engagement total. Là, tu vois, on va faire une story pour le tournage d'aujourd'hui, on va le poster, ça va me prendre 3-4 minutes grand maximum. On n'est pas sur la post-prod qu'on va pouvoir voir par la suite. Donc je pense que oui, les réseaux sociaux peuvent créer des opportunités, mais il faut essayer de maîtriser aussi un peu ce qu'on poste. Parce qu'on a bien vu qu'il y a des gens qui postent des choses sur les réseaux sociaux et après ils ont des conséquences toute leur vie. On en parlait la dernière fois avec Nico, bon, on va peut-être pas raconter ça là, mais il y a des gens qui postent des choses sur les réseaux sociaux sans se rendre compte, en fait, que effectivement ça peut te permettre de buzzer, mais un mauvais buzz, et ça existe, oui, ça peut te faire gagner de l'argent sur le court terme, ou alors sur le long terme, mais en fait l'image et ta réputation a quand même de l'importance. Comment les gens ils vont te parler, comment les gens vont te regarder. Si tu sors une vidéo un peu spéciale sur les réseaux sociaux, et ben si tu te fais bâcher après par la suite, ça peut te suivre toute ta vie. Et il y a des gens qui peuvent après te retrouver dans la vraie vie. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait aussi. C'est pas un monde de bisounours. Tout ce que tu postes sur les réseaux sociaux, même si tu le supprimes après, c'est la vie. Enfin... Oui. Il suffit que quelqu'un l'ait enregistré ou les captures d'écran vidéo, il le garde, il le reposte plus tard. Il suffit qu'après, même si tu as fait 1 ou 2 erreurs
vraiment fatales, hein. On parle vraiment de choses quand même graves, et qu'après tu t'en sors et que tu as une vraie carrière, si tu avais sorti ces 2 vidéos, même si tu les as supprimées et qu'il y a quelqu'un qui les avait enregistrées, et qui les ressort au moment où toi tu as commencé à péter, ça peut te ruiner. Donc il faut faire très gaffe. Oui. On le voit avec plein d'affaires à l'heure actuelle, même à la télévision, ce genre de choses. Il y a des documentaires qui sortent, je ne citerai pas de nom, mais, mais toujours pareil en fait, il faut faire attention. Il faut faire attention aux conséquences. Ah bah oui. C'est pour ça que t'as marqué ça. Non, il faut faire gaffe. Les conséquences, je pense qu'elles peuvent être vraiment dramatiques, même dans ce que les gens font au poste. Là, à l'heure actuelle, l'heure où on parle, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, la chanteuse rappeuse là, qui se met en lumière en studio, etc. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Laquelle ? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle a des lunettes, elle rappe. C'est pas incroyable. En tout cas, c'est peut-être un jugement, mais c'est pas extraordinaire. Et moi, ce qui me dérange, c'est aussi un peu la com qu'il y a derrière, où des fois elle est en studio et il y a le mec qui la prend en vidéo, son ingé son, tu vois, qui le prend en vidéo et qui rigole parce qu'en fait elle est en train de crier dans le micro et ça casse les oreilles à tout le monde. Et il y a une com qui est dirigée là-dessus où c'est beaucoup de moquerie. Les gens, ils adorent ça. Okay. Ils adorent se moquer de cette personne-là. Elle, je sais pas si elle s'en rend compte ou pas. Je pense que si. À un moment donné, tu dois bien le savoir. Mais si, j'espère que ça va fonctionner pour elle, parce que le jour où ça va s'arrêter, ce buzz de malaise entre guillemets va s'arrêter. Si elle n'arrive pas à rebondir, elle va vivre avec cette réputation et se passer là toute sa vie. Après, je pense que il doit y avoir une partie de gens qui sont un peu inconscients quand ils postent, mais la majorité des gens, en vrai, ils savent très bien ce qu'ils font. Comme toutes les personnes qui ont été sur les téléréalités. Etc. C'est des personnes, je pense, qui savent très bien ce qu'ils font. Et donc, leur honneur, entre guillemets, n'a pas de valeur. C'est une vraie question, ça aussi. Ouais, bah oui, je pense. Est-ce qu'il faut se vendre, comme à la télé pour certaines émissions, pour buzzer? Est-ce que nous, là, pour qu'on buzz, il faut qu'on se mette tout nu? Donc, c'est une vraie question, tu vois. Il faut qu'on arrive, on monte sur la table, on fait n'importe quoi. Bah, je pense que oui, ça buzzerait, c'est sûr. Si là on le fait maintenant, ça buzz. Sauf que il faut l'assumer ça après, derrière. Il faut se dire, ok, demain, il y a papa, maman, il y a ma copine, ton copain qui va nous voir. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il fait? Et ça, et ça, pour moi, c'est hors de question. Je préfère mettre 3 ans de plus, voire beaucoup plus de temps pour arriver à mes objectifs humains, matériels, financiers, ce que tu veux, que de montrer mon cul à la caméra et que ça buzz d'un coup. Non, ça, c'est pas possible. Ça, pour moi, c'est pas possible. Mais je pense qu'effectivement, il y en a qui le font en télé-réalité, c'est un très bon exemple. Parce qu'il y a l'émission en tant que telle, et après, il y a tout le côté réseaux sociaux, marketing derrière. C'est tout que du marketing. Ils sont intelligents dans le sens où ils savent très bien ce qui va marcher et ils le font, tu vois. Oui. Ils en ont rien à faire de passer pour des débiles. Eux, leur objectif, c'est de faire de la thune, donc... Oui, parce qu'ils sont jeunes. Est-ce qu'ils ont une vision long terme, ces gens-là aussi? Parce qu'à un moment donné, même, soit la meuf en bikini ou le mec avec ses abdos, machin, quand il aura 60 ans, télé-réalité, je pense que c'est ciao. À moins qu'il y ait un remake dans 20 ans. Oui, mais c'est pour ça que t'as bien vu qu'ils lancent d'autres business derrière. Ils font tous leurs gosses en même temps, là, ils sortent leur émission de famille. T'as jamais vu derrière? Non. Bon, j'ai jamais vu non plus, mais c'est genre Margot qui me raconte. Margot, désolé. Mais ouais, genre ils ont tous fait plein de gosses et après ils sortent leur émission, un peu comme les Kardashians, tu vois. Ok. Ils mettent les enfants dans leur émission? C'est pour ça que je te dis, c'est que du marketing. Alors ils sont peut-être pas méga intelligents, mais en tout cas, si, du coup. C'est pas une intelligence en mode. C'est pas des génies. C'est un autre type d'intelligence, tu vois. Oui, ils savent s'en sortir, ils s'en sortiront. Mais déjà même pourquoi on regarde? En fait, ça c'est la vraie question. Est-ce que la télé-réalité peut être ramenée au niveau des réseaux sociaux? Parce qu'en vrai, tu vois, ils se mettent en situation, ils font des mises en situation. On a vu Frenchy Shore, là, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. C'est Frenchy Shore, je crois. Et c'est français, hein. C'est-à-dire que là, on n'a même plus l'excuse de mais les Américains. Non. Ouais, ça c'est français. Oui, mais moi je suis pas très haut pour là-dessus. Mais Frenchy Shore, putain, tu sais, c'est tombé dans mes réels, etc. Tu t'écoutes les trucs, tu dis mais c'est-à-dire. Et j'ai du mal à avoir de l'intelligence là-dedans. J'ai du mal. Et même les gens qui le regardent vraiment beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est toutes les émissions en replay. Ils vont s'organiser leur soirée par rapport à ça, j'en connais, je citerai pas de nom. Mais, et tu vois très bien. Mais bon, bref. Et du coup, ils organisent leur soirée, ils peuvent refuser de sortir parce qu'il y a l'émission qui est là le soir, machin, etc. Pour pas le louper, pour pas se faire spoiler sur les réseaux sociaux. Et ils organisent leur journée par rapport à ça. Je dis pas que c'est, si tu regardes une émission de temps en temps, moi ça m'est déjà arrivé, tu vois, de regarder, tu passes dans le salon, il y a ton coloc qui regarde ça, tu check, bon. Mais si tu regardes vraiment de manière assidue, que ça devient ta seule source visuelle, au-delà du cinéma, au-delà de, je sais pas moi, de lire, etc., je pense qu'au bout d'un moment, tu peux peut-être prendre des mimiques, parce que le cinéma, ça t'influence aussi. Donc potentiellement, la télé-réalité va influencer ton comportement au quotidien. Il faudrait l'interdire.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast sur toujours la même suite de vidéos. On parle de l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux, dans la vie pro et perso. Encore une fois, merci à Juliette qui travaille avec moi au quotidien, donc merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, pour un nouveau sujet, toujours sur le domaine de l'entrepreneuriat. Ciao, ciao. Bisous.